Flambée des prix du café. Ma vie en Colombie 2025. J'ai décidé de réaliser une vidéo chaque année en mars, le mois de mon anniversaire, afin de retracer clairement mon parcours évolutif. Je commencerai cette vidéo par le café. Nous sommes arrivés à Popayan, en Colombie, en mai 2017. J'ai vu une publicité pour une ferme de café de 10 hectares, 25 acres, avec une photo d'une cascade. Ma réaction a été: c'est une fausse publicité. La cascade est probablement à proximité, mais pas sur la ferme. Eh bien, je me trompais. La cascade et le ruisseau qui continue après la cascade délimitent cette ferme. Dès que j'ai vu la cascade, j'ai compris que la vraie moi, que j'appelle Diestati, m'avait conduit à cette ferme, car c'est ici que je suis destiné à vivre pour le restant de mes jours. Lee et moi ignorions tout ce qui concernait le café et l'agriculture en général. En 2018, le café en Colombie se vendait en moyenne 5 600 pesos le kilo, soit 63 cents la livre. Le prix du café a lentement augmenté en 2018 et 2020 pour atteindre 8 800 pesos le kilo. En 2021, il se vendait en moyenne 14 000 pesos le kilo et en août 2022, il a atteint 20 000 pesos le kilo. Je voulais croire que le prix du café continuerait à augmenter, mais en 2023, il est tombé à 11 000 pesos le kilo. De plus, en 2023, en raison de fortes pluies, notre production a chuté de 440 arrobas, le niveau le plus élevé de 2019, à 80 arrobas. Nous avons réalisé 3 000 $ de vente de café sur l'ensemble de l'année et nos dépenses de main-d'œuvre annuelles s'élèvent à environ 5 000 $. Bien sûr, la perfection divine a généré un petit revenu pour Lee sur l'Internet, ce qui nous a permis de couvrir nos dépenses annuelles. En septembre 2024, les prix du café ont recommencé à augmenter et se vendent aujourd'hui à 23 000 pesos le kilo, soit 2,60 $ la livre. Il est passé de 63 cents en 2018 à 2,60 $ en 2025. Cette capture d'écran montre que le café se vend désormais à 3,20 $ la livre, son prix le plus élevé depuis 1977. Cette forte hausse s'explique par la sécheresse au Brésil, les difficultés météorologiques au Vietnam et le manque de précipitations. Les prix du café ont atteint un niveau record en 47 ans, la sécheresse réduisant l'offre au Brésil. Ce graphique présente la production de café par pays. Brésil 37%, Vietnam 17% et Colombie 8%. En décembre 2024, Bloomberg News annonçait que la production mondiale de café était en passe de ne pas répondre à la demande de 8,5 millions de sacs pour la saison 2025-2026, ce qui marquerait une 5e année de déficit sans précédent. Je n'ai plus aucune attente et par conséquent, le prix du café sera ce qu'il sera. Je continue de travailler physiquement à la ferme, tous les jours, y compris le dimanche. Je viens d'avoir 63 ans
et je peux dire honnêtement que travailler sur les plantes m'apporte la paix. Je n'ai aucune envie d'arrêter ce travail physique, car avec mon énergie vitale, je ne pourrais pas rester assise toute la journée devant la télévision ou un écran d'ordinateur. En septembre 2023, Gilbert a planté des graines de café dans une boîte à sable, recouverte d'un peu de terre orange. En novembre, il a transplanté les pousses dans des sacs remplis de terre noire et de crottes de poulet, gallinaça. Il y avait au moins 1000 plants de café. Le café était prêt à être planté en mars, mais c'est à ce moment-là que la cueillette du café, cosecha, a commencé et tout a été retardé. Finalement, les cafiers ont été plantés en juin. La saison sèche commence en juillet et termine généralement fin août. Mais l'année dernière, nous avons eu un été très sec qui a duré jusqu'à fin septembre. Notre second ouvrier, Erasmo, a arrosé les cafiers avec un réservoir d'eau de 20 litres sur son dos. Mais cela n'a pas suffi et nous avons probablement perdu 200 plantes. Sur cette photo, on peut voir quelques cafiers sous le goyavier. Les goyaves ont commencé à tomber et j'en ai ouvert un pour en montrer le fruit rose. Derrière les cafiers se trouvent les plantes de sacha. Voici quelques petits cafiers et un grand qui n'a pas été déraciné, car il produit bien. On peut voir d'autres vieux cafiers au fond. Nous planterons plus de 1000 cafiers supplémentaires cette année, en décembre. Nous avons dû planter de nouveaux cafiers dans certaines zones où le sol est pauvre et où les cafiers ne poussent pas bien. Sur cette photo, on distingue très clairement les quelques petits cafiers à droite des plantes d'ananas. Les plantes de sacha poussent très bien en dessous, mais elles ne poussent pas non plus dans cette zone. Il m'a fallu des années pour comprendre que le guano est un arbre extrêmement bénéfique pour la santé des sols, car c'est un fixateur naturel d'azote. Sa capacité à enrichir le sol le rend idéal pour les projets de reforestation et pour améliorer la fertilité. Pour plus d'informations, regardez ma vidéo Ma vie en Colombie de 2024. J'ai remarqué que les cafiers produisaient bien sous les guamos et moins bien en l'absence de guano. Cependant, il m'a fallu des années avant de finalement chercher sur l'Internet et de trouver cette information lors de la réalisation de ma vidéo en mars dernier. Aucun de mes employés au cours des 8 dernières années ne m'a informé de ce fait très important, connu de presque tous les travailleurs du secteur du café. Une fois que j'ai compris cela, j'ai aussi remarqué que le sacha poussait à l'état sauvage, jusque dans l'arbre, et que ses feuilles bloquaient le soleil. Sur cette photo, Erasmo coupe les grosses branches du guamo et libère toutes les lianes de sacha. L'essentiel est d'avoir un peu d'ombre du guamo, mais pas trop. Le soleil est bien sûr crucial pour la production de café et de sacha inchi. Je dois maintenant soigneusement enrouler les lianes de sacha sur le fil de fer ou d'autres lianes et couper l'extrémité de chaque liane pour l'empêcher de pousser dans les arbres. Plus d'informations sur le sacha prochainement. La plantation du guamo est très simple. Les gousses produisent de grosses graines et elles poussent spontanément sans engrais. À gauche de cette photo, on voit un petit guamo, juste sous le sacha. En voici un autre. En voici un petit à côté du tuteur.
et quelques petites plantes de café devant les bananiers. Voici le même guamo 1 an plus tard. Voici une photo de café d'1 an et 6 mois. Les plantes de café repoussent après la coupe des plantes de 8 ans jusqu'à une souche de 20 à 25 cm. Ces plantes ont commencé à produire 6 mois plus tard. Ce sont les mêmes plantes aujourd'hui. La saison de la cueillette du café ne fait que commencer. Dans 1 mois, le café vert sera principalement rouge. Je n'avais pas vu une telle production sur autant de plantes depuis 2017. Gilbert nous a bien guidés pour obtenir cette belle production. Voici une autre plante sous un arbre à tomates. On peut y voir 5 tomates vertes. Cette plante vient de se planter là. Sur la photo, à l'extrême droite, on peut voir la gousse verte de guamo. Ces plantes sont donc sous un arbre de guamo. Voici une autre photo de plantes de café. Dans ma vidéo de 2024, j'ai détaillé les difficultés rencontrées pour cultiver le Sacha Inchi. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien fourni. Voici un dépliant que j'ai réalisé en janvier 2024, traduit en français. Nos plantes de Sacha Inchi ont produit pendant 1 an, puis ils ont tous commencé à mourir. J'ai tenté d'introduire le Sacha sur le marché de Popayan, mais la conscience humaine reste très faible et les gens ne sont pas prêts à dépenser de l'argent pour une bonne nutrition alors qu'ils peuvent simplement acheter des aliments emballés malsains pour beaucoup moins cher. Nous avons planté près de 3000 plantes de Sacha en 2018. Et en 2020, nous les avons tous perdus à cause d'une combinaison de facteurs. Un sol pauvre, des pluies extensives et un insecte ravageur des racines. J'ai d'abord décidé de sacrifier 10 000 plantes de café afin de planter 1500 des 3000 graines de Sacha dans un sol fertile. Mais l'insecte a fini par ravager les 3000 plantes. En 2021, nous avons replanté 2500 plantes de Sacha, mais d'une autre variété, plus résistante. Les cafiers que j'avais tenté de tuer en faisant couper la souche au ras du sol ont repoussé et j'ai donc décidé de planter 1000 des 2500 plantes de Sacha avec le café. Voici une photo de 2024 des cafiers et du Sacha sauvage. N'ayant pas réalisé qu'il fallait tailler toutes les vignes pour contrôler la croissance, ma production de Sacha a été très faible, mais nous avons quand même récolté une bonne quantité de café de ce lot et la plupart des 1000 plantes de Sacha ont survécu. Les 1500 autres plantes de Sacha ont été plantées sur 3 lots initialement occupés par des pins. Le sol orange et argileux est très acide et par conséquent, même la variété la plus résistante n'a pas pu survivre. Seule une centaine de plantes sur les 1500 poussent encore, car le sol est un peu meilleur à certains endroits. Erasmo m'a suggéré de traiter le sol avec de la chaux dolomitique. Cet amendement corrige l'acidité du sol grâce à sa teneur élevée en calcium et en magnésium. Il neutralise l'aluminium toxique et augmente le pH à des niveaux favorables aux cultures. Ce troisième lot est maintenant prêt à être planté. La branche de guamo en haut à gauche de la photo provient d'un petit guamo qui s'est planté tout seul.
J'ai également demandé à Erasmo de planter du guano tous les 3 poteaux. Cela créera un poteau vivant, permanent, et ajoutera son pouvoir fixateur d'azote et sa matière organique à ce sol pauvre. Voici une photo de 2024 montrant le corridor entre le premier et le deuxième lot. On m'a conseillé de planter des nacederos pour créer des poteaux vivants, mais ce nacedero est un arbre adventice et très mou. Lorsque le sacha pousse bien, son poids tire le nacedero vers le bas. C'est pourquoi j'ai décidé de remplacer le nacedero par du guamo, de l'avocatier ou du mangoustanier, comme on le voit sur cette photo du corridor en 2025. Voici l'une des allées où le sacha pousse bien et un avocatier se trouve au bout de cette allée. Je suis convaincu que les défis extrêmes auxquels la population mondiale entière sera confrontée commenceront à devenir évidents pour la plupart cette année. Je ne peux pas imaginer dépendre du gouvernement pour ma retraite ou ma sécurité sociale. Les habitants de la campagne sont bien mieux lotis que tous ces citadins. Le chaos s'installera très vite lorsque les étagères alimentaires seront vides. Les diplômes universitaires ne signifieront rien d'autre qu'un fardeau de dettes supplémentaires. Je suis convaincu d'avoir été guidé par mon vrai moi, Diestati, vers cette vie hors du système. Il y a donc une raison pour laquelle je suis si fortement poussé intérieurement à poursuivre ce projet Sacha Inchi. Voici une photo de piments sauvages. Ces petites choses sont très piquantes, mais Lee et moi adorons la cuisine épicée et nous en mangeons à chaque repas, sauf bien sûr pour nos petits déjeuners de mélange Sacha banane. Nous n'avons pas planté les piments, ils sont simplement apparus. Voici Lee qui les rassemble après séchage dans la secadora, le dôme de séchage. Et surtout, nous avons enfin nos poules. Le bonheur, c'est 12 hectares au milieu de nulle part. Et vos plus proches voisins, ce sont vos poules. Ce graphique montre le prix des œufs de 2010 à 2024. Aux États-Unis, les œufs coûtent actuellement en moyenne 7 $ la douzaine. Cela représente près de 18 $ pour 30 œufs. Nous vendons nos œufs 3 $ les 30 œufs. Ici, on ne manque pas d'œufs. Cependant, c'est très agréable de ne pas dépendre de facteurs externes que nous ne contrôlons évidemment pas. En août 2023, nous avons construit notre poulailler. Ici, je suis en train de peindre le toit. Les poules sont dans la zone clôturée où Lee jette tous les déchets de la cuisine. Elles mangent à peu près tout sauf les avocats et les tomates, qui sont mauvais pour elles, pour une raison inconnue. Dans les déchets de cuisine, il y avait des graines de courge, et c'est ce qui a commencé à pousser devant la clôture. Les choses blanches au sol sont les courges qui rampent vers l'endroit où je vais planter les sachas la semaine prochaine. Voici une autre vue du poulailler avec de belles plantes de sacha et un grand vieil avocatier au fond. Enfin, voici les stars de cette vidéo. Les poules, dont la plus importante est la seule qui porte un nom, la noire, Benita. Benito, notre chien parfait,
Élie, celui qui prend soin de tout le clan. Parfois, Benita produit ce monstre qui a 2 jaunes. J'espère que les informations pratiques que je fournis dans cette vidéo seront utiles à ceux qui sont prêts à prendre leur vie en main. Amour infini. Je ne m'identifie plus à aucune étiquette. Ukrainienne, canadienne, dentiste, mère, fille, sœur, épouse. Je suis amour infini. Dies Tati. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies, de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. C'est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de cesser de participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique. Mon corps doit durer, coûte que coûte, car la transformation se produit à l'intérieur du corps, à l'intérieur de chaque cellule du corps. Je n'ai pas l'intention de retourner dans ce jeu de simulation et de recommencer avec un nouveau corps. Regardez ma vidéo. Nous sommes dans un jeu de simulation de type Monopoly. Franchissons le dôme pour atteindre la terre primaire. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciples, filles, parents, dentistes, entrepreneurs, citoyens. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite
à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.